Alastair, pourriez-vous nous parler de ce que vous pensez de l'approche globale de la Russie, non seulement lors des dernières discussions, mais aussi en réponse à ce qui a été, comme vous l'avez dit, presque une entreprise vaine en matière de normalisation, et bien sûr, concernant l'ouverture de véritables négociations pour résoudre le conflit. Les médias occidentaux traditionnels sont très alarmés par les avancées de la Russie sur le champ de bataille. La Russie, Vladimir Poutine, Sergei Lavrov et les autres ont été très clairs sur leurs conditions. Pensez-vous que la Russie soit prête à faire des concessions sur ses exigences? Et en quoi les développements récents ont-ils éclairé, ou non, notre compréhension de l'approche russe dans ce contexte? Eh bien, tout d'abord, je pense que son équipe a vraiment adopté une approche très mal conçue pour toute cette affaire. La faction dirigée par Kellogg a été absolument inflexible sur un cessez-le-feu immédiat. Et ensuite, on pourra discuter. Apparemment, Kellogg fonde cela sur son expérience professionnelle, où, vous savez, soudainement la ligne de contact est devenue la ligne définitive, et cela a été réglé. Et ensuite, ils ont dit, eh bien, nous négocierons un accord entre les deux Corées plus tard. Eh bien, nous y voilà. Combien d'années plus tard? Et il n'y a pas d'accord, et il n'y a pas eu de solution politique. Poutine comprend cela. Et il comprend que le but de tout cela est de donner aux États-Unis un sentiment de victoire. Que si le conflit est soi-disant gelé, il n'arrête pas de dire que c'est un conflit gelé. Ce n'est pas un conflit gelé. Ce n'est pas un conflit gelé. La ligne de front bouge chaque jour. Mais ils ont insisté pour dire que c'est un conflit gelé. Et le but de ce gel du conflit est de préserver une partie suffisante de l'Ukraine, une Ukraine résiduelle, afin de pouvoir ensuite réarmer l'Ukraine, revenir et attaquer, et l'utiliser comme plateforme pour d'autres attaques contre la Russie. Et vous savez, personne en Russie n'accepte cela. Ils comprennent tous que c'est exactement l'intention de l'Occident. Préserver suffisamment, instaurer un cessez-le-feu et y placer l'OTAN pour surveiller afin de pouvoir faire venir la formation de l'OTAN, des armes de l'OTAN, et ensuite se préparer. Vous savez, Poutine s'est déjà fait avoir une fois. Il ne se fera pas avoir une seconde fois. J'étais en Russie il n'y a pas si longtemps, et l'ambiance a beaucoup changé. Les Russes dans Symphom is a snatarate à Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, qui est une capitale très belle. Mais tout le monde comprend maintenant. Exactement. L'Occident utilise simplement ce prétexte de l'Ukraine pour se positionner et tenter de saper et d'affaiblir davantage la Russie. Et donc, il y a un énorme soutien. Je veux dire, les gens disent « Oh, eh bien, ce n'est pas soutenu » et tout ça. C'est absurde. Il suffit de regarder les conscrits volontaires qui postulent pour rejoindre l'armée russe. Je veux dire, si elle souffrait vraiment, si elle échouait, les gens ne se porteraient pas volontaires, 35 000 par mois comme ça, pour rejoindre l'armée russe. Ils iraient faire autre chose. Mais c'est ce qui se passe. Et donc il y a un soutien pour Poutine. Ils comprennent que Poutine, si vous voulez, joue aux échecs avec l'ensemble de l'OTAN, avec le monde occidental, et qu'il doit l'emporter, parce que c'est un besoin existentiel pour la Russie de l'emporter dans ce conflit. Vous avez écrit dans votre dernier article que la Russie cherche à comprendre les différentes contraintes qui pèsent sur Trump. Vous avez également affirmé que l'Ukraine suivait une trajectoire d'autodestruction à retardement, si je me souviens bien de vos mots. Parlez-nous de la situation de l'Ukraine à cet égard, ainsi que de l'OTAN et des États-Unis. Car je me demande si les discussions portent davantage sur eux, sur leur situation, que sur les besoins et les désirs particuliers de la Russie. Eh bien, bien sûr, je veux dire, l'Europe et les États-Unis sont désespérés à l'idée qu'il ne devrait pas y avoir une grande défaite.
qu'il ne faudrait pas que cela ressemble à Kaboul. Vous savez, la chute de Kaboul et les scènes terribles de gens fuyant la ville. Il ne faudrait pas que cela se reproduise à Kiev et dans d'autres régions d'Ukraine. Mais il est certain que les forces militaires ukrainiennes sont effectivement dans les premières phases d'un effondrement. En particulier, Pokrovsk en est le centre névralgique, mais cela s'étend sur toute la ligne de front. Et vous vous souviendrez de l'adage d'Hemingway à propos de la faillite. On lui a demandé à quoi ça ressemblait et il a répondu « ça commence lentement, 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 puis très vite ». Et il y a des signes que les choses s'accélèrent déjà. Il y a beaucoup de désillusions parmi les commandants militaires. Ils n'aiment pas qu'on leur dise « vous devez défendre ce village jusqu'au dernier homme », alors que les Russes les surpassent tout simplement en nombre et en soutien militaire. Donc c'est sur le point de s'effondrer. Trump comprend-il cela? Peut-être. Il a parfois fait des commentaires sur le fait que c'est peut-être la situation militaire qui déterminera l'issue. Et il a raison à ce sujet. C'est exact. Cela va se décider sur le champ de bataille, pas lors de négociations à Istanbul. Cela se décidera sur le champ de bataille. Les détails, peut-être, oui. Il faudra régler cela à Istanbul. Mais oui, cela se décidera sur le champ de bataille. Et il semble que l'on se rapproche de plus en plus d'une résolution finale, un dénouement de ce conflit. Et c'est pour cela qu'ils sont si désespérés d'obtenir quelque chose qui puisse être présenté au public américain comme, vous savez, l'Amérique a encore gagné. Nous n'avons pas été vaincus, nous avons vraiment gagné. Et la Russie a été affaiblie par tout ce processus. Bien sûr, c'est absurde. Mais vous savez, l'Occident s'appuie de plus en plus sur des récits plutôt que sur les faits sur le terrain pour convaincre les gens. On peut toujours construire ou façonner un récit pour suggérer que cela ressemble à une défaite, mais qu'en réalité, c'était une victoire. Mais cela devient de moins en moins crédible, et tout le monde le comprend. Et l'Europe, en particulier, est dans une sorte d'état de désespoir à ce sujet, car une grande partie de l'UKMR, leur capacité à préserver l'Union, dépend de leur aptitude à se rallier autour du drapeau ukrainien, en faisant semblant que l'Ukraine est en quelque sorte l'Europe, ce qui n'est pas le cas, mais en prétendant qu'elle l'est face aux terribles slaves. C'est en fait une politique identitaire qui a été initiée par Zbigniew Brzezinski dans les années 1970, lorsqu'il a écrit son Grand Échiquier, et a dit, vous savez, quoi qu'on fasse, si l'Ukraine fait partie de la Russie, alors la Russie pourrait finir par contrôler le cœur de l'Asie. La Russie sans l'Ukraine n'est qu'une puissance régionale. Donc, le but de la politique américaine est de s'assurer que l'Ukraine reste en dehors de la sphère géographique et militaire de la Russie. C'est notre objectif, et c'est ce qui est poursuivi. Et le cessez-le-feu n'est qu'un outil pour y parvenir. Il semble que l'Ukraine parle beaucoup d'un cessez-le-feu et évoque de plus en plus la période d'après-guerre ces derniers temps. Zelensky a eu des discussions régulières avec Trump, avec l'UP, avec Ursula von der Leyen. Je voulais justement mettre en avant ce point. L'Ukraine cherche un accord réel et équitable, une véritable et juste fin à cette guerre. Et bien sûr, l'accent est mis sur l'importance de l'Europe, comme cela a toujours été le cas. Mais c'est ce langage, cette façon de parler de l'après-guerre, qui est beaucoup plus fréquente aujourd'hui. Parler de la position de Zelensky et expliquer pourquoi il évoque de plus en plus la période d'après-guerre, maintenant, plus qu'à n'importe quel autre moment de son mandat. Parce qu'il y a eu un changement radical en Ukraine, et la défaite est désormais évidente pour l'ensemble de l'armée ukrainienne. C'est même évident pour les chefs militaires européens. Ils voient bien que la défaite est inévitable. La seule question est de savoir combien de temps cela prendra.
Ils essaient simplement de ralentir le processus et de trouver un moyen de le retarder ou de le repousser suffisamment pour qu'il reste quelque chose sur quoi ils pourront ensuite reconstruire, si l'on veut, un autre proxy de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Mais bien sûr, c'est pour cela que l'opération spéciale a été lancée dès le début, pour affirmer que l'Ukraine doit rester neutre, que sa capacité à posséder des armes et des équipements militaires sera limitée et qu'elle devra renoncer à toute tentative de rejoindre l'OTAN. Ce sont les lignes rouges de la Russie. Je pense que Poutine continuera, mais il se pourrait que nous approchions bientôt de ce niveau. Et Zelensky cherche désespérément une solution pour sortir de cette situation. Mais il n'y en a pas, car ce sont des faits, ce sont les événements sur le terrain. L'Ukraine est en train de perdre la guerre. La Russie prend lentement les points névralgiques et les positions stratégiques et sera bientôt sur le Dniepr, voire peut-être à Kiev. Et alors, que va-t-il faire? Aller former un gouvernement en exil ou quelque chose du genre? Tout cela est incertain. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Les Russes ont probablement de meilleures idées, et moi aussi, certainement. Mais, vous savez, nous entrons dans une sorte de territoire inconnu, et cela déstabilise profondément l'Occident. C'est pourquoi ils menacent, ils fanfaronnent et ils disent « Oh, il faut absolument faire ceci ». Mais la plupart du temps, comme on dit en anglais, cela glisse sur Poutine comme l'eau sur les plumes d'un canard. Que se passe-t-il exactement avec Zelensky? Même les médias ukrainiens indépendants de Kiev parlent de la chute de sa popularité. Bien sûr, il y a eu ces manifestations concernant des institutions créées presque pour soutenir la guerre en Ukraine, comme le NABU, et pourtant, ce sont ceux qui soutiennent cela qui manifestent contre lui à cause de certaines décisions qu'il a prises concernant ses soi-disant agences anticorruption. Alors, que se passe-t-il? On a l'impression que tout s'effondre, mais quelle est votre analyse de la situation? Eh bien, vous savez, il est très difficile d'opérer une quelconque transition en Ukraine, parce que, dès le début de cette crise, Maïdan, et même avant, si l'on remonte, si vous voulez, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les services de renseignement occidentaux, en particulier la CIA et le MI6, plaçaient, si l'on peut dire, des nationalistes très radicaux à des postes clés dans l'armée, le renseignement et la police, précisément pour les empêcher, à tout moment, de parvenir à un quelconque accord avec la Russie. Et ils sont toujours là, ils ont toujours un pouvoir considérable et ils exercent encore une influence sur Zelensky. Donc il est très difficile de passer à l'étape suivante. Si vous voulez, le bébé ne naît pas facilement, la prochaine étape de l'Ukraine. Et Zelensky essaye de tout maintenir ensemble. Vous savez, le soutien à sa personne, l'afflux d'argent, l'afflux d'armes, afin de pouvoir prétendre qu'il y a une chance, peut-être un jour dans le futur, de récupérer la Crimée et tous ces autres territoires, à condition que vous veniez à leur secours. Mais en réalité, une défaite reste une défaite, et cela a de lourdes conséquences, des conséquences psychologiques pour son peuple. Il essaye donc de gérer cela, sans grand succès. Et je pense que l'Occident cherche qui il aimerait voir à sa place, mais il n'y a pas vraiment de candidat évident. Et bien sûr, derrière lui se tiennent les zélotes nationalistes, qui ne seront peut-être pas prêts à le laisser partir, lui disant « Avance, tu es en première ligne ». Et derrière lui se dressent les baïonnettes. En tant qu'ancien diplomate, doté d'une grande compréhension et d'une solide expérience dans ce domaine, de nombreux membres du public me demandent et posent la question à mes invités. Eh bien, pourquoi alors la Russie, comme vous l'avez dit plus tôt, si la Russie compte régler cela sur le champ de bataille, pourquoi accorde-t-elle autant d'importance à la diplomatie, même à la diplomatie avec les États-Unis, dès qu'une occasion se présente? En quoi cela profite-t-il, ou ne profite-t-il pas à la Russie? Quelle est votre analyse?
Je pense que la première chose que je dirais, c'est qu'en tant que personne ayant mené ce genre de négociation, il est toujours essentiel de garder un canal de communication ouvert, d'avoir une certaine capacité à communiquer avec ses adversaires ou avec l'autre camp, si vous préférez. Donc je pense que c'est très important de le faire, car parfois les événements peuvent presque mener au bord de la guerre à cause d'un malentendu, une phrase stupide, mal comprise, ou quelque chose de ce genre. J'ai déjà été dans cette situation où quelque chose a failli exploser et tout est parti en vrille, et ce n'était qu'un malentendu. Donc les canaux d'information, les canaux de communication sont importants. Mais je pense que vous savez, ce qu'il faut comprendre, et ce que vos téléspectateurs comprennent sûrement, c'est que Poutine ne se bat pas contre Kiev. Il se bat contre l'ensemble de l'OTAN. Toute l'OTAN, ou du moins de nombreuses parties, est présente en Ukraine. Bien sûr, le soutien en matière de renseignement, les armes ont été cruciaux. L'OTAN est pleinement engagée dans ce processus. Et il essaie aussi de gérer la question du Sud global. L'opinion dans le Sud global, l'opinion en Inde. En Chine, la Chine soutient clairement la Russie, mais il doit réfléchir à l'ensemble du tableau. Et je pense que dans ce contexte, il est très conscient de la sensibilité de la psyché américaine. Vous savez, lorsqu'il y a une grande répétition, c'est le 11 septembre, Pearl Harbor. Oh, que va-t-on faire? Ils doivent faire quelque chose. Alors, il essaye de le faire lentement. Mais néanmoins, je veux dire, il ne faut pas voir cela uniquement d'un point de vue occidental. Les Occidentaux aiment penser en termes d'offensive militaire. Vous savez, une colonne de chars traversant les lignes. Ils pensent à ce qui s'est passé en Irak, même si c'est mal compris, mais ils pensent, vous savez, à la tempête du désert, à avancer et à tout écraser par une grande offensive. La Russie exerce une pression sur toute la ligne, à tous les points. Pas tous en même temps, mais presque tous ensemble. Parfois en reculant un peu, puis en avançant, puis en reculant, puis en avançant. Mais la pression s'accumule et s'accumule jusqu'à ce que, au lieu d'une poussée au centre, la chose se décompose, simplement, se désintègre, sous l'effet d'une pression généralisée. Donc la stratégie est très différente de la façon dont l'OTAN ou l'Occident la comprennent, et cela conduit à des malentendus. Mais Poutine l'a toujours dit, et la Russie a été très claire, c'est une menace existentielle pour nous. Et la réponse à cela, c'est que nous devons avoir des discussions, et ils sont prêts à en discuter. Ils ont même publié des documents, je crois en décembre 2023, disant qu'il nous faut une véritable architecture de sécurité en Europe. Et je pense que cela doit être parfaitement évident pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Nous en avons besoin, car aucun d'entre nous ne veut finir dans une situation qui dégénère en guerre nucléaire. Trouvez-vous que certains intervenants sur ma chaîne ont affirmé que la seule façon d'imposer ce type d'architecture sécuritaire, la seule manière de traiter les causes profondes, comme la Russie l'a formulé, pour parvenir pleinement à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine, consiste essentiellement à non seulement briser les lignes de front, mais aussi à prendre Odessa, puis à aller encore plus loin, jusqu'à ce que le contrôle politique à Kiev soit dicté par la Russie. Est-ce ainsi que vous voyez les choses, ou existe-t-il une autre issue à cette situation? Oh, bien sûr. Bien sûr, je veux dire, la Russie, je ne sais pas. Évidemment, je ne suis pas au courant de leur plan. Mais vous savez, Odessa est la clé de la mer Noire. Et l'Occident et l'OTAN essayent de prendre le contrôle de la mer Noire depuis longtemps, depuis environ 200 ans. Si l'Occident contrôlait Odessa, il y aurait une menace directe pour la Crimée. Donc je pense qu'il serait peu probable qu'ils abandonnent cela. Jusqu'où iront-ils, je veux dire? Je pense, vous savez, j'ai été dans des situations, je ne suis pas militaire,
mais j'ai été en Afghanistan. C'est incroyable à quelle vitesse, quand quelque chose se produit, c'est comme une avalanche. On commence par un petit changement et soudainement tout glisse, encore et encore. Et vous savez, il faut pas. Une fois que cela s'effondre, cela peut s'effondrer très rapidement. Ça peut prendre plus de temps, ou moins. Mais la pression que la Russie exerce, c'est précisément cela. Atteindre le point où il y a un effondrement systémique, pas seulement de l'armée, mais de toute la structure des nationalistes extrêmes à Kiev et de tout le système. Et une fois que cela sera fait, je pense que la Russie se retirera un peu, et nous verrons qui se présentera et voudra assumer la tâche de restaurer la vie normale en Ukraine, ce que tout le monde souhaite en Ukraine. Revenir à une Ukraine avec un gouvernement efficace ou quelque chose qui y ressemble. Oui, et la question est de savoir si l'Occident réuni, l'Occident collectif, peut accepter un tel scénario. Non, mais ils pourraient devoir le faire. Je veux dire, vous savez, c'est comme ça. Ils pourraient devoir le faire. Et vous savez, il faut l'accepter. Ils ont dû supporter ce qui s'est passé à Kaboul. Vous savez, c'est la vie. Voilà ce que signifient les faits sur le terrain. Si vous êtes vaincu et c'est douloureux. Il faut se relever, se ressaisir et l'accepter. Ce sera très difficile, plus difficile pour les Européens que pour l'Amérique, parce qu'ils ont subi toute une série de défaites humiliantes dans le domaine financier. Et l'Union européenne, vous savez, n'a vraiment que cette colle. C'est une colle très étrange, parce que c'est une identité artificielle qui a été assemblée pour servir de colle. Mais ils n'ont que cette colle. Et une fois qu'elle tombe, vous verrez les États baltes partir dans une direction, l'Italie, l'Espagne et les pays méditerranéens dire « Oh, nous voulons aller entretenir de bonnes relations avec la Russie ». Beaucoup d'Allemands diront « Relançons le Nord Stream » et l'UE ne survivra pas à cela. Oui, je me souviens simplement de la dernière fois où j'étais en Europe, il y a quelques années, et de voir à quel point l'Europe est engagée à tous les niveaux, que ce soit dans les rues de Berlin ou à Bruxelles. On voit à quel point l'Europe est submergée et impliquée dans ce conflit. Et comme tu l'as dit, c'est désormais tellement lié à leur vie économique que s'en retirer va être très difficile. Ce que vous dites est vrai pour les élites, pour l'establishment. Ce n'est pas vrai pour le peuple. Vous savez, il n'y a pas de clameur pour la guerre contre la Russie en Europe. C'est une fiction. Je veux dire, vous savez, je vis ici en Italie et je peux vous dire que personne n'a envie d'aller en guerre contre la Russie. Absolument pas. Et tout le monde ressent la douleur économique. Et vous savez, ils méprisent ces élites à Bruxelles. Ils les détestent vraiment et ils savent que les élites les méprisent en retour. Voilà la fracture. Donc ce n'est pas toute l'Europe dans ce sens. Oui, je veux dire, c'est ce que l'on ressent. Et parce que, vous savez, en tant que voyageur comme moi, vous allez vous retrouver dans ces zones touristiques, dans ces capitales. Et c'est là que le message, la construction du récit est omniprésent. C'est comme ça qu'ils essaient de faire. Et ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à convaincre les gens que c'est un projet qui en vaut la peine. Et bon sang, ça fait presque 3 ans maintenant, et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes.